Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de backpack, on va parler de voyage. J'ai voyagé pendant 6 mois en Asie du Sud-Est, donc j'ai fait la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam et les Philippines. J'ai fait 5 pays en 6 mois. C'était une expérience incroyable et c'est vrai que souvent les gens me posent un petit peu les mêmes questions, donc je vais y répondre ici. J'ai peur de pas avoir lancé la vidéo, donc je vais vérifier. Désolée si le cadrage change, attendez. C'est bon, tout va bien, parce que ça m'est arrivé la semaine dernière où j'ai lancé une vidéo et en fait je filmais du mauvais côté. Donc j'ai filmé mon jardin pendant 30 minutes, c'était un plaisir. Bref, donc là normalement on est à peu près bon. Donc c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc déjà premièrement la question qui revient le plus c'est comment j'ai financé ce voyage, comment j'ai trouvé l'argent pour pouvoir partir 6 mois sans travailler. Alors déjà la majorité du travail ça vient de mon job d'été que je faisais en Suisse. Donc j'avais fait ça 3 mois avant de partir et c'est un travail où j'étais logée, où j'avais quasiment zéro dépense à côté. Donc vraiment la majorité de ces 3 mois de revenus sont directement partis dans mes économies. Donc ça m'a vraiment payé une énorme partie. Plus j'avais aussi de l'argent de mes autres jobs d'été. J'avais travaillé pendant 2 étés à la SNCF. Ça aussi j'avais quasiment mis de tout de côté parce qu'en parallèle je vivais chez mes parents pour l'été donc j'avais vraiment que quelques petites dépenses. Voilà, j'avais vraiment pas mal de côté donc ça qui m'a permis de partir. Et on m'a aussi pas mal demandé aussi du coup le budget à prévoir à peu près par mois et par pays. Donc déjà je dirais que en fonction des pays ça s'équivaut un petit peu. Il y a des pays plus chers que d'autres mais ça reste quand même très abordable. Le Laos c'est vraiment le moins cher je pense. Après la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge c'est très très abordable. À la limite peut-être les Philippines c'est un peu plus cher mais enfin voilà. Mais voilà, peu importe les pays que je faisais, je me retrouvais quand même à la fin du mois avec à peu près le même budget qui était de 1 500 euros. Alors ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, surtout que moi avant de partir c'est vrai que j'avais un petit peu regardé sur internet. Il y a plein de gens qui disaient que tu pouvais t'en sortir pour 500 euros. Alors honnêtement 500 euros ça me paraît vraiment peu. Je pense qu'on peut s'en sortir pour bien moins que 1500, on va pas se mentir. Je me suis jamais privée, j'ai fait toutes les activités que je voulais faire. Je mangeais au resto matin, midi et soir. Je vivais dans des auberges, mais de temps en temps je me prenais des chambres privées pour me reposer un petit peu. Donc vraiment je me suis pas du tout privée là-dessus. J'ai aussi pris des avions internes pour aller de pays à l'autre parce que c'est vrai que des fois c'était un petit peu galère de faire ça en bus. Je me suis un peu facilité la tâche là-dessus. Donc voilà, l'un dans l'autre, tout ça fait que du coup je me suis vraiment pas privée niveau dépenses et du coup j'en m'en sortais pour 1500 euros à peu près par mois. Ça, peu importe les pays, j'arrivais à peu près au même équilibre. Ensuite, la question de la sécurité. Est-ce que c'est safe de voyager en tant que femme seule en Asie du Sud-Est? Alors, pour ma part, je n'ai jamais eu aucun problème. Je m'étais déjà renseignée pareil en amont. On m'avait dit que franchement, c'était quand même globalement très très safe. On m'avait peut-être dit de faire un petit peu attention au Cambodge et aux Philippines plus que dans les autres pays. Voilà, moi j'ai jamais eu aucun souci. Pareil, tous les gens que j'ai rencontrés, on m'a jamais dit qu'il y avait tel endroit, il fallait vraiment que je fasse très très attention. Après, bien sûr, en fait, c'est comme partout. Voilà, c'est comme si vous vivez dans une grande ville en France, faut faire attention, en fait n'importe où. Genre il peut vous arriver un truc n'importe où, faut juste voilà, prendre des précautions. Évidemment peut-être par exemple éviter de rentrer complètement bourré seul la nuit. Voilà des trucs évidents où il faut quand même que vous ayez toujours le contrôle sur vous-même et être un minimum alerte sur ce qui se passe dans votre entourage. Mais ça malheureusement c'est partout, c'est le monde dans lequel on vit donc faut faire attention dans tous les cas. Mais voilà, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais pris de précautions particulières. Mais franchement je dirais que vraiment voyager en tant que femme seule spécifiquement, je vois aucun frein là-dessus. Je dirais même que j'ai rencontré beaucoup plus de femmes qui voyagent seules que d'hommes qui voyagent seuls. Genre vraiment pendant mon voyage, j'ai remarqué que les mecs sont plus en groupe d'amis, ils voyagent pas tout seuls. Et par contre, les femmes, il y en a plein qui sont toutes seules. Après, je parle de mon expérience personnelle. C'est vrai que moi, je suis quand même restée globalement dans les circuits touristiques. Je me suis pas trop éloignée. Donc je pense que ça peut peut-être un petit peu jouer aussi d'être dans des endroits qui sont très fréquentés. Après, voilà, il y a toujours quelques petites arnaques. C'est un petit peu aussi le jeu. Là-bas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se négocient. Donc faut juste un petit peu prendre l'habitude. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé ma première semaine à Bangkok quand je suis arrivée. Je sais que j'ai payé par exemple une excursion très très chère. On m'a un petit peu forcé la main et j'ai pas trop osé dire non, j'ai pas trop osé, me questionner sur ce que je faisais. Mais voilà, vous allez très rapidement prendre le pli. Enfin, franchement, globalement, il n'y a aucun souci. Ensuite, par rapport à la gestion un petit peu des relations sociales, est-ce que je me sentais seule, est-ce que j'ai fait des rencontres facilement? Alors déjà, je suis restée
90% du temps, on va dire, même 95% du temps en hostel. Donc c'est vraiment là en fait où tu fais la majorité de tes rencontres. T'es entouré de gens qui font vraiment la même chose que toi. On a souvent les mêmes itinéraires. Enfin vraiment c'est super simple de se faire des potes. T'arrives dans un hostel, tout le monde va faire les mêmes activités que toi. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes un minimum sociable et que vous avez envie de vous faire des potes, ça va se faire très facilement. Après j'avoue que moi dans mon expérience personnelle, j'ai pas ressenti le besoin constant d'être avec des gens. Il y a plein de jours, voire de semaines où vraiment en fait je faisais juste ma petite route toute seule et j'avais pas forcément envie d'être avec des gens. Genre franchement c'est vrai que des fois j'avais pas forcément l'énergie de faire une activité, de passer une journée avec quelqu'un que je connais depuis quelques heures ou quelques jours, avec qui je sais pas forcément si j'ai vraiment une affinité particulière. C'est vrai que des fois je trouve que c'est plus simple d'être seule, au moins tu fais ce que tu veux, t'as pas de compromis à faire. Et voilà, après ça c'est un petit peu mon côté aussi solitaire je pense. Et voilà, c'est vrai que moi j'apprécie particulièrement mes moments seuls, je pense un peu plus que les autres j'ai l'impression. Mais du coup c'est vrai que ça m'est déjà arrivé quelquefois de ressentir un peu des moments de solitude parce que même quand t'as envie d'être seul et que c'est quelque chose qui est choisi, mais c'est vrai que t'es quand même dans un contexte où t'es dans un hostel avec plein de jeunes de ton âge qui font des trucs en groupe et tout, et des fois c'est vrai que tu peux sentir un petit peu un décalage, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Il y a des fois où vraiment j'avais pas trop envie de sociabiliser, mais d'un autre côté en fait je voyais tout le monde s'amuser tous ensemble et j'étais un peu en mode bon, peut-être que ça serait cool aussi que je me bouge un peu le cul. Mais après en vrai on est en discuté avec tous les autres personnes qui ont fait la même chose que moi. Après ça nous arrive à tous d'avoir des moments de solitude, t'es dans un contexte où t'es loin de chez toi, tu bouges tous les 3 jours, t'as pas vraiment de routine, de stabilité. C'est normal qu'à un moment t'aies forcément un petit coup de blues en mode c'était bien aussi mon chez moi, j'ai un peu envie de rentrer. Ça c'est normal. Et même d'ailleurs les personnes les plus sociables qui font tout le temps des trucs avec tout le monde peuvent se sentir seules aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un sentiment qui est totalement normal quand tu passes plusieurs mois à l'étranger loin de chez toi. Ensuite, par rapport à la vie en auberge de jeunesse, déjà je dirais que les auberges de jeunesse en Asie du Sud-Est sont quand même assez qualitatives, franchement pour le prix qu'on paye, elles sont souvent super bien aménagées. Alors je sais pas trop s'il y a des cuisines, parce que c'est vrai que, alors du coup je fais le comparatif avec les auberges de jeunesse qu'il y a en Australie, qui coûtent très cher et qui sont sales, franchement on va pas se mentir, qui sont sales, qui sont, enfin vraiment c'est, franchement les auberges de jeunesse en Australie c'est vraiment pas un plaisir je trouve. Du coup en Australie t'as tout le temps des cuisines et les gens l'utilisent beaucoup parce que du coup la bouffe est beaucoup plus chère donc tu vas pas forcément au restaurant comme tu peux le faire en Asie. Mais c'est vrai que du coup en Asie du Sud-Est je me souviens pas avoir cuisiné dans un hostel, enfin peut-être qu'il y en avait dans certaines mais j'ai pas l'impression que c'était tant le cas que ça. Mais en tout cas, franchement, pour le prix, t'avais souvent des piscines, genre c'était trop bien aménagé. Ensuite, vis-à-vis du niveau d'anglais, est-ce que c'est un frein ou pas de pas très bien savoir parler anglais? Quel niveau il faut avoir pour s'en sortir? Alors moi, il faut sachez que j'ai fait mon premier voyage toute seule à Bali pendant un mois. J'avais 19 ans et je parlais pas un mot d'anglais. Genre quand je vous dis je parlais pas un mot d'anglais, c'est que genre même une phrase au présent, une phrase genre super simple en mode aujourd'hui, je veux manger des pâtes. Je sais même pas si j'étais capable de dire ça. Vraiment pour vous dire à quel point, genre, c'était catastrophique mon niveau d'anglais. Genre, je savais juste dire des mots-clés et j'ai un petit peu appris à construire des phrases sur le tas, en fait, sur place. Je me rappelle être allée au restaurant dans les premiers jours avec quelqu'un et vraiment, mais genre, même répondre à des questions basiques, genre, combien de temps tu vas rester ici, depuis combien de temps t'es là, genre, je galérais. Donc voilà, on va dire que j'ai fait vraiment un gros travail, un petit peu de débroussailler à mon premier voyage et du coup, c'était beaucoup plus simple pour mon deuxième voyage où en vrai du coup j'avais quand même les bases et du coup j'ai pu un petit peu m'améliorer sur place, mais voilà je savais quand même m'exprimer, enfin il n'y avait pas de souci. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que avec mon expérience personnelle je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau d'anglais extraordinaire pour pouvoir partir. Je pense pas que ce soit vraiment un frein, il y a toujours moyen de s'en sortir, surtout aujourd'hui avec les téléphones et tout. Et en fait dans tous les cas vous n'avez pas le choix, enfin petit à petit vous allez finir par apprendre, vous allez entendre des trucs, vous allez les retenir et puis ça va se faire tout seul. Alors ensuite comment je me suis organisée en termes de sac, en termes de voilà choses à prendre ou à ne pas prendre. Alors déjà, moi je me trimballe un sac à dos de 70 litres. Donc 70 litres, c'est beaucoup trop. En vrai, franchement, c'est énorme. La plupart des gens que je rencontre, ils ont un 50 ou un 60 litres. 70 litres, c'est vraiment énorme. Surtout que je trouve que mon sac est vraiment pas bien réparti. Genre, je trouve que pour mon dos, c'est vraiment pas le meilleur achat que j'aurais pu faire. Après, comme il m'a coûté 100 €, j'ai un peu la flemme de le changer déjà. Donc je me le trimballe toujours. Je sais pas si vous le voyez, il est sur mon armoire. Mais du coup, donc voilà, j'ai un sac de 70 litres qui pesait environ 18 kilos, donc c'est quand même très lourd. Plus j'avais un autre petit sac à dos, mais qui restait quand même assez grand, que je portais sur le devant comme ça, qui fait, je sais pas, peut-être 30 litres.
Franchement, il est gros, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse 40 litres, 30-40 litres. Donc voilà, j'avais ces 2 gros sacs et honnêtement, quand tu te trimbales ça tous les 3 jours, tu dois bouger d'endroit tout le temps, tu dois prendre plein de transports en commun, des bus, des bateaux, des trains, des avions, enfin c'est vraiment pas pratique. Je vous recommande pas du tout de prendre autant. Prenez un 50 litres, un 60 litres, prenez le minimum honnêtement. Genre moi je suis toujours partie avec trop de vêtements et au final sur place tu te retrouves à acheter plein de trucs. Et en fait tu te retrouves à devoir te séparer d'affaires que t'as pris. Donc voilà, ne vous chargez pas trop, vraiment s'il vous plaît, faites l'effort de pas prendre trop de choses. Après je sais que c'est un conseil facile à donner mais pas facile à appliquer, moi je fais toujours l'erreur de toute façon. Je sais que je prends trop et je continue à prendre trop. Mais bon, peut-être qu'un jour j'arriverai à être raisonnable. J'ai hésité par exemple aussi à prendre mon ordinateur. Alors moi, si je peux vous donner un conseil, enfin si vous avez besoin de prendre votre ordi, ou enfin même en vrai c'est toujours pratique d'avoir son ordinateur avec soi, je trouve que c'est pas forcément un problème dans les auberges de jeunesse, il y a toujours des casiers où tu peux fermer à clé. Peut-être à la limite juste achetez-vous un cadenas parce que parfois ils le fournissent pas. Mais voilà, moi à chaque fois que j'arrive dans une auberge, je mettais mes affaires importantes dans les casiers, je les fermais à clé et puis il n'y avait jamais de soucis. Ensuite je dirais dans les indispensables, moi j'ai acheté dès mes premiers jours une Kindle. Parce que donc moi je lis quand même un petit peu au quotidien, enfin je lis pas énormément mais je lis quand même. Et c'est vrai que du coup j'avais pris 2 petits livres de poche avec moi et au final je les ai finis en 3 semaines et du coup j'étais en mode bah du coup là jusqu'à la fin de mon voyage je lis plus. Et du coup bah, je me suis dit bah, pourquoi pas m'acheter une liseuse. Donc j'ai acheté une Kindle à Bangkok et franchement c'est le meilleur achat que j'ai pu faire. Enfin voilà en fait c'est génial, genre t'as un tout petit truc, une toute petite tablette et genre tu peux mettre genre 1000 livres dessus. Donc vraiment voilà c'est super, si vous aimez lire et voyager, bah prenez une Kindle, c'est vraiment indispensable. Ensuite j'ai acheté un truc que j'avais pas fait pour mon premier voyage et que là j'ai fait pour l'Australie, c'est acheter des compartiments pour mettre à l'intérieur du sac à dos. Parce que vraiment bah du coup pendant mon voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est, j'avais tout entremêlé dans mon sac à dos. En fait j'empilais tous mes vêtements mais du coup juste à la fin en fait c'était juste des grosses boules de vêtements, enfin bref c'était vraiment pas terrible. Donc là, j'ai acheté à Decathlon, vous l'achetez pour 10 euros. Vous avez genre des petits sacs de compartiments, vous pouvez mettre d'un côté vos pantalons, vos sous-vêtements. Enfin bref, vraiment organiser votre sac avec des pochettes et c'est vraiment le mieux. Enfin surtout si vous devez voilà l'ouvrir, le remballer tous les 3 jours, c'est vraiment indispensable pour moi. Ensuite une batterie externe, bien évidemment, casque, écouteurs parce que vous avez passé beaucoup de temps dans les transports. Une petite trousse de secours avec le minimum. Moi je sais qu'avant de partir, je m'étais fait prescrire par mon médecin un petit peu les basiques qu'il faut avoir, voilà, si t'as une gastro, si voilà, il t'arrive quelque chose, avoir quelques antibiotiques quand même sous la main, plus Doliprane, enfin voilà, tous les trucs vraiment essentiels. De l'anti-moustique aussi, important. Et après, ça dépend un petit peu des goûts de chacun, encore une fois, c'est comme la Kindle, mais moi je trouve ça cool d'avoir un petit carnet de voyage où tu peux un petit peu référencer tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends. Du coup, j'ai croisé plein de gens qui faisaient ça, qui racontaient leur voyage dans un carnet. Moi, c'est pas spécialement ce que je faisais. Moi, j'avais juste. Déjà, j'en avais plusieurs, comme d'habitude. Mais j'avais un carnet où j'écrivais vraiment un petit peu les petites leçons de vie que je retenais ici. Mais je racontais pas à proprement parler mon voyage. Mais voilà, j'avais toujours quelque chose pour écrire quand j'en avais besoin. Ensuite, pour les trucs à prévoir avant le départ, parce qu'il y a quand même quelques trucs à préparer en amont. Déjà, vérifier la validité de votre passeport. Pour beaucoup de pays, il faut que votre passeport périme dans au moins plus de 6 mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut que voilà, la date de péremption elle soit au moins supérieure aux 6 prochains mois de votre départ. Ensuite, moi avant de partir, j'avais fait aussi mon permis de conduite international. Ça, je sais qu'il faut s'y prendre des mois à l'avance parce que c'est quelque chose qu'il faut envoyer. Après, ils vous le renvoient. Ça prend, je crois, 4-5 mois. Donc prenez-vous-y. Donc vraiment, prenez-vous-y. Prenez-y. Prenez-y vous à l'avance. Je sais pas si ça se dit comme ça, je crois que je dis une grosse connerie, mais donc voilà, faites ces démarches en avance. Je sais qu'il y a des pays où ils demandent pour une location de scooter ou de voiture, donc voilà, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est toujours mieux. Si vous faites contrôler et tout, au moins vous aurez pas de problème. Ensuite, pour la carte bancaire, voyez avec votre banque par rapport à vos frais de retrait. Moi, je sais que je peux activer avec ma banque une option qui coûte 2 euros par mois, où ça me permet de réduire les frais à l'étranger. Plus aussi, je vous conseille de prévenir votre banque que vous partez pour une certaine durée à l'étranger parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent se faire bloquer leur carte une fois qu'ils arrivent parce que justement, en fait, votre banquier il voit qu'il y a une activité suspecte à l'autre bout du monde et que vous êtes censé être en France et s'il sait pas que vous êtes parti, il peut juste bloquer votre carte et dans les premiers jours vous vous retrouvez sans carte bancaire. C'est pas l'idéal, on va pas se mentir, donc prévenez toujours votre banque en amont. Ensuite, pareil pour le forfait téléphonique, moi j'avais appelé mon opérateur et j'avais demandé un petit peu les options qui étaient possibles et du coup j'avais pu suspendre
suspendre ma ligne pour la durée de 6 mois où je partais et du coup je payais juste genre je pense 4 euros au lieu de 25 euros et du coup je conservais mon numéro français sans avoir forcément à payer mon forfait tous les mois et du coup j'achetais une carte SIM sur place. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire en vrai, n'achetez pas un forfait spécial avec votre opérateur français, ça vous coûtait beaucoup plus cher que si vous achetez une carte SIM sur place, vous achetez une carte SIM pour un mois, 15 jours, enfin bref la durée de temps dans le pays dans lequel vous êtes et voilà c'est vraiment en vrai le plus simple et le moins cher. Ensuite l'assurance les gars, mais prenez une assurance franchement, mais je ne comprends pas les gens qui partent sans assurance. J'ai vu des histoires catastrophiques de gens qui avaient des accidents, qui n'avaient pas d'assurance, qui devaient rembourser 30 000 euros. Enfin, en vrai, vraiment, genre, ça coûte cher les assurances. Voilà, vous allez en avoir pour 500 balles, 600 balles. Mais vraiment, si vous avez un problème, je vous jure que vous les regretterez pas. Donc, moi, c'est la première fois que je fais avec Chapka. C'est un petit peu l'assurance la plus courante. Voilà, les gens de mon entourage, ils ont tous Chapka. Je sais pas si c'est la mieux, honnêtement. Je sais pas si je vous la conseille vraiment. Renseignez-vous un petit peu de votre côté, faites les comparatifs, mais voilà, si vous voulez savoir moi ce que c'est la mienne, c'est Chapka. Un autre truc auquel il faut se prendre en avance, c'est les vaccins. Donc pour savoir un petit peu quel vaccin vous avez besoin, prenez rendez-vous chez votre médecin, apportez votre carnet de santé et puis il va voir directement les vaccins que vous avez déjà fait, les pays dans lesquels vous allez aller et qu'est-ce qui vous manque. Je dis de vous y prendre à l'avance parce que du coup il y a des vaccins où il faut faire plusieurs rappels. Moi c'était l'encéphalite japonaise je crois. Où j'avais dû faire 2 rappels à 3 mois d'intervalle, un truc comme ça. Ça pareil c'est un petit coup, il y a des vaccins qu'il faut faire vraiment obligatoirement, il y a des vaccins qui sont un peu plus optionnels, par exemple justement l'encéphalite japonaise, on m'avait dit que c'était pas forcément obligé, mais comme je partais pour quand même 6 mois, c'est une période un peu longue, on m'avait conseillé de le faire, ça coûte 200 balles, mais franchement, encore une fois, je vous conseille de le faire, c'est un stress en moins. Je crois que l'encéphalite japonaise c'est une chance sur 3 de mourir si tu l'attrapes, donc voilà. Un peu la flemme de risquer ma vie, une chance sur 3 c'est quand même beaucoup. Donc j'ai fait ce vaccin là, bref renseignez-vous auprès de votre médecin, c'est lui qui vous conseillera le mieux dans tous les cas. D'ailleurs pourquoi je mets autant l'accent sur l'importance de faire ces vaccins, c'est parce qu'il m'est arrivé moi quelque chose que vraiment je ne souhaite à personne, c'était horrible comme expérience mais ça m'a au moins appris à faire plus attention à l'avenir. C'est que justement pendant mon premier voyage à Bali, comme je vous ai dit, j'étais pas trop renseignée sur les vaccins, pourtant j'ai pris rendez-vous avec mon médecin et il m'avait pas du tout parlé de la rage par exemple. Et du coup à Bali il y a beaucoup de singes, j'étais même allée dans une forêt des singes, je sais pas comment elle s'appelle, c'est la Monkey Forest je crois, où du coup t'as plein de singes autour de toi et ils sont un petit peu habitués en vrai aux touristes donc ils te montent un peu dessus, enfin bref voilà. Et moi qui adore les animaux, j'étais trop contente que les singes ils s'accrochent à moi et tout, bref voilà vraiment je ne les fuyais pas du tout pour le coup. Donc j'ai vraiment eu un maximum de contact avec les singes pendant 2 heures et demie, jusqu'à ce que évidemment il y en ait un qui finisse par me mordre, donc il m'a mordu à l'épaule. Et moi en fait je m'en suis pas du tout inquiétée, c'est qu'en fait un singe me mord et moi je me dis pas ah ça peut être dangereux. Donc du coup je laisse passer 1 semaine, 2 semaines et puis vient le retour en France. Je suis dans l'avion et dans l'avion je commence à me sentir vraiment super mal. Genre vraiment j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes, j'avais des sueurs froides, un coup j'avais chaud, un coup j'avais froid, enfin vraiment je me sentais vraiment pas bien. Genre j'étais aussi très enrhumée mais c'était pas vraiment un rhume classique, enfin vraiment j'avais genre d'autres symptômes où j'étais vraiment en mode là je vais vraiment pas bien. Donc j'atterris à Paris, j'avais un appartement à Paris parce que je faisais mes études là-bas et je devais rentrer quelques jours plus tard à Bordeaux et du coup je dis à mes parents c'est bon je suis bien arrivée à Paris, par contre je me sens vraiment pas bien. Et mes parents de suite me disent tu t'es pas fait mordre par quelque chose par hasard, il s'est pas passé quelque chose et tout, et je leur dis si je me suis fait mordre par un singe il y a 2 semaines mais voilà, c'est tout quoi. Et donc mes parents évidemment vont voir sur internet, ils regardent les symptômes de la rage, tout correspond exactement à ce que j'ai et à la fin on lit que une fois que vous avez contracté les premiers symptômes, vous mourrez. Donc voilà, j'atterris en France après un mois exceptionnel et j'apprends que je vais peut-être mourir de la rage. Je peux vous assurer que le retour à la réalité a été assez brut. Donc mes parents m'ont dit là tu vas chez un médecin de suite. Donc je suis allée chez un médecin qui m'a pas du tout rassurée, qui m'a dit mais madame genre en fait là c'est déjà trop tard si vous avez les premiers symptômes de la rage, il fallait agir avant en fait. Donc voilà, vraiment je sais pas si vous imaginez, j'avais 19 ans, j'étais toute seule et on m'annonce ça, on me dit que genre limite je vais mourir quoi. Et elle m'a dit là en fait vous avez juste à prier que ce soit pas ça et que ce soit juste une grosse grippe quoi. Donc du coup je suis rentrée à Bordeaux en vitesse express, j'ai pris le premier train, avec mes parents on est allé à l'hôpital, c'était un hôpital spécialisé pour les maladies tropicales, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Et donc c'est là qu'un médecin m'a enfin rassurée et m'a dit que là pour l'instant il n'y avait rien d'alarmant, que si jamais je contractais vraiment les premiers symptômes de la rage, je serais vraiment dans un état beaucoup plus critique. Donc merci enfin quelqu'un qui me rassure, qui me dit que je vais pas mourir tout de suite. Et donc du coup elle m'a dit que là il fallait faire les 3 doses de vaccin et que du coup si jamais au cas où les premiers symptômes
allait se déclencher plus tard, bah dans tous les cas j'aurais les 3 doses de vaccin, donc ça me protégeait du coup de contracter cette maladie. Donc j'étais quand même rassurée, mais j'avoue que j'ai passé 24 heures pas très rigolotes et je me suis dit franchement mais c'est tellement bête, genre j'étais juste mal informée et ça aurait pu juste me coûter la vie en vrai. Enfin il y a toujours des gens qui meurent de cas de rage comme ça et c'est terrible. Donc voilà, du coup pour la rage par exemple vous pouvez très bien vous vacciner à l'avance. Par contre si quand même vous faites mordre par un animal sur place, il faut quand même que vous alliez à l'hôpital dans les 24 heures qui suivent pour vous faire injecter une dose rappel. Voilà, ça ne suffit pas de se faire vacciner avant le voyage. Si jamais vous faites mordre, vraiment consultez, ne faites pas la même erreur que moi. Ça peut peut-être vous coûter la vie et voilà, c'est une leçon moi que j'ai retenue de ça, c'est vraiment de faire très attention. Donc voilà. Ensuite, concernant mon organisation sur place, est-ce que je réservais en avance ou pas? Pas du tout. Franchement, je suis arrivée, j'avais réservé une semaine à Bangkok. C'est tout. Et j'avais vraiment aucune idée de mon itinéraire pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Vraiment, j'ai fait tout au feeling. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment le meilleur truc à faire. Genre, laissez-vous porter. Genre, moi, à chaque fois, je réservais mon logement et les moyens de transport la veille, voire le jour même. Il y avait toujours de la place. J'ai jamais eu de souci de moment où, en fait, je me retrouvais avec rien pour dormir le soir. Enfin, il y a toujours des auberges disponibles. Enfin, ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça m'est arrivé une fois. Si, ça m'est arrivé une fois où vraiment j'avais forcé, j'avais réservé le matin même sur une petite île où pour le coup il n'y avait pas beaucoup de logements. Et en fait, j'avais cru que j'avais une place dans une auberge, mais finalement on m'a appelé pour me dire que c'était annulé parce qu'ils avaient surbooké l'auberge et qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et donc je suis arrivée dans un endroit où j'avais pas d'endroit où dormir pour le soir même. Donc ça, j'avoue que c'était pas le top, mais vraiment pour vous dire, ça m'est arrivé une fois en 6 mois. Et donc comment j'en suis sortie? En vrai, j'ai fait un truc un peu lunaire. En fait, c'est parce que je suis allée sur place pour essayer quand même de négocier auprès de l'auberge si je pouvais pas rester quelque part quand même. Et déjà, je trouvais pas l'auberge, donc je crois que je suis allée voir un petit peu des voisins à côté. Je suis allée un peu toquer chez les gens un petit peu autour de l'auberge. Et je disais, bah oui, mais du coup, je suis embêtée parce que l'auberge, bah, je la trouve pas, j'ai rien pour dormir ce soir. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, je connais quelqu'un chez qui tu peux dormir. Et qui m'a emmenée en scooter chez une dame chez qui j'ai passé la nuit et je lui ai donné du coup de l'argent. Et voilà, j'ai dormi chez une famille. Ça s'est très bien passé. En vrai, je sais pas si je vous conseille vraiment de faire confiance à n'importe qui. C'est vrai qu'en vrai, il aurait peut-être pu m'arriver quelque chose. Mais du coup, voilà, pour vous dire que, à la limite, si vraiment vous voulez prendre vos précautions, réservez 2-3 jours à l'avance. Vous n'avez pas besoin de prévoir votre itinéraire sur 2 semaines. Enfin voilà, c'est pas du tout la peine. Surtout que je trouve que c'est bien dans ce genre de voyage de se laisser porter en fonction des rencontres que vous faites, en fonction de voilà comment vous sentez un endroit, si vous voulez rester plus longtemps ou pas longtemps. Ça, je trouve, ça se décide vraiment sur le moment, c'est au feeling et c'est comme ça que vous passerez le meilleur des voyages. Ensuite, comment j'ai vécu mon retour en France? Franchement, je l'ai vraiment plutôt bien vécu. En fait, j'ai passé 6 mois là-bas, vraiment super, où je me sentais très bien. Mais c'est vrai qu'au bout des 6 mois, en fait, j'étais quand même contente de juste en fait changer un petit peu d'environnement, de retrouver mes proches, de retrouver mon confort aussi, de juste avoir ma maison, de rester au même endroit pour plus de 3 jours. Enfin, ça, c'est vrai que ça me manquait un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai pas mal entendu parler d'un petit peu une déprime de retour de voyage où vraiment bah, tu retournes à la réalité et tu te sens pas bien, vide et tout. Ça c'est vrai que je l'ai pas mal entendu. Moi je l'ai pas du tout ressenti. Après je pense que aussi j'ai la chance en fait de me dire que je sais que j'allais repartir bientôt. Je sais qu'en fait je revenais que pour quelques mois en France et que j'allais vite repartir. Donc je pense que ça joue aussi. C'est juste que je sais que c'est une petite parenthèse de ma vie où je retrouve un petit peu mon confort avant de repartir à l'aventure. Donc voilà, moi j'ai pas du tout ressenti cette déprime de retour à la maison. Et du coup, qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? Alors je dirais pas que le voyage m'a complètement changé, ça m'a chamboulé. Bien sûr, vous apprenez plein de nouvelles choses, vous apprenez sur vous, sur les autres. Mais voilà, il n'y a pas eu non plus un avant-après sur la personne que je suis. Après, évidemment, c'est une immense richesse personnelle. Tu découvres énormément de lieux, de cultures, de personnes différentes. Tu rencontres des gens de tout horizon, t'apprends sur toi forcément, t'apprends sur ce que t'aimes, sur ce que tu veux dans la vie. Et c'est vrai que tu passes aussi pas mal de moments du coup qui sont propices à l'introspection puisque t'es souvent seul. Enfin moi je sais que je passais beaucoup de moments seul, donc t'es aussi beaucoup face à tes pensées et face à toi-même. Je dirais que ça m'a appris à être super reconnaissante de tout ce que j'avais. Et aussi ça m'a appris que tout est possible et que par exemple voyager dans ces pays-là c'était vraiment un rêve et qu'en fait je pouvais le faire si je le voulais. Et qu'en fait juste j'avais pas besoin d'attendre plus tard, d'avoir un travail, d'économiser pendant des années et que juste je pouvais vivre mes premières années dans la vingtaine en voyageant, en découvrant plein de choses. Voilà, pour l'instant j'avoue que mon avenir n'est pas du tout tracé, mais en tout cas j'aime ma vie actuellement, j'aime découvrir des nouveaux pays, j'aime voyager et voilà, je pense que je vais continuer à faire ça pendant encore quelques temps. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça aura pu répondre à certaines de vos questions si vous prévoyez de faire un voyage de ce type. Voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast pour le soutenir ou alors un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.